Émission 825. Cette semaine, The Orphan and the Five Beasts. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui. Le complet. Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, chanterie d'une équipe dont les membres ont appris que de l'art sacré du podcasting dans une grotte. Je vous les présente à l'instant. Le premier, mais le seul cette semaine, ses amis le surnomment The Cable Guy. Pour sa figurine de Cable, Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. Allô. T'as une maudite belle figurine de Cable. Oui, que tu as partagé sur Discord des Mystérieux Étonnants. Je suis jaloux. Elle est très belle. Tu as fait un très bon choix. Oui, c'était pas mal la meilleure, je trouvais. Sauf que sa tête est un peu trop grosse, mais ça paraît pas. Ça paraît pas trop. Ben, tu sais, il y a bien des pouches. Je serais pas trop difficile. Comment ça? Ouais, non, c'est ça. C'est qu'il y avait son look avec bien des pouches. Puis, je pense que la photo que je vous ai partagée, il n'y avait pas son gros gun, mais il y en a un. Il y en a-tu un? Il venait-tu avec? Ouais, il est pogné dans son dos, mais tu peux l'enlever et le mettre. Tu l'as pas posé avec? Je me demandais. Non, ben c'est parce que, je sais pas, je voulais mon cable pas trop chargé. Très pur. D'ailleurs, quand tu achètes ces figurines-là, Simon, lesquelles que tu pognes? C'est-tu les Legends? C'est-tu les Marvel Legends? Ouais, les Marvel Legends, mais la période plus récente, là, ceux de Hasbro. Oui, ceux qui sont belles. Là. Il y en a d'autres, les plus vieilles, des années 90, début 2000, qui venaient qu'un comic des fois même. Là, sont pas toutes belles. De Toy Biz. Des fois, ils rushent. Puis là, ben, c'est ça. Il y en a une couple qui me manquent qui sont importants pour le lore des X-Men, comme Jubilee puis Nightcrawler, mais c'est parce que c'est cher, parce que c'est ça. Une fois que ça fait 2-3 ans que c'est sorti, ça commence à monter le prix. Puis un jour, je vais les trouver. C'est comme les Lego, man. Tu sais que la semaine passée, je sais pas si t'as écouté le show, mais on était avec notre ami Étienne Forêt, avec qui tu fais Noël Chisdor, et je suis parti dans mon espèce de réflexion où j'ai parlé de la fameuse Star Wars des Avengers. Ouais. Et le problème, c'est pas tant... Le prix est cher, on s'en lance, c'est un luxe. Là. Mais le problème, c'est que si tu l'achètes pas éventuellement, elle disparaît. Fait que là, elle vient comme le triple du prix. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est ça. Je suis en train de réfléchir. J'y pense. Hey, on est les seuls cette semaine, Simon. Tout le monde est tombé au combat. Écoute, Jake est malade, Laurent est malade. La semaine prochaine, je vais l'annoncer tout de suite. Je suis supposé recevoir Axel Noir, notre amie autrice, qui vient de sortir Passage secret chez Pawpaw. C'est supposé être un show avec elle, donc entièrement dédié à sa nouvelle bande dessinée. Aux dernières nouvelles, elle est supposée être au Salon du Livre cette semaine à Montréal, mais là, elle est tombée malade elle aussi. Je vais voir la semaine prochaine. Si on reçoit Axel, le show va être diffusé un peu plus tard pour les gens qui écoutent en live. Mais sinon, on est supposé avoir au moins Axel la semaine prochaine, mais je voulais au moins l'annoncer. Mais là, tout le monde au combat, mais tout est là, tout est prêt. Ah, je suis là, je suis encore vivant. T'es fringant. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai survécu à des sorties en public. Fait que, écoute, moi, j'ai recommencé ça, là, sortie en public. Là, cette semaine, j'ai commencé... T'as pris le métro? Je prends le métro maintenant comme étant comme au quotidien maintenant. Là. Ça fait partie de ma job. Puis, c'est ça, j'ai trouvé une nouvelle job. Je vous dirai pas c'est quoi. Écoute, une vie privée, un minimum. On peut garder des affaires. Ben oui, un petit peu. Parce que le monde savent bien des affaires sur nous autres. Peu trop. Oui, des fois un peu trop, en effet. Mais nous autres aussi, on se laisse aller. Ben on est authentique, hein? C'est ça le podcasting. L'authenticité. Ouais. Fait que là, je retombe dans le vrai monde. C'est très exigeant mentalement pour moi, mais écoute, fallait faire à un moment donné. Puis, écoute, c'est ça. Fait que c'était ma première journée de travail aujourd'hui. Première journée en présentiel en 4 ans. Quand même, puis ça s'est bien passé. Ça a l'air d'une belle gang, ça, je suis content, ça a l'air du monde avec le... Contrairement à bien des jobs que j'ai eu par le passé, ils ont de l'air humains. c'est pas des bonhommes puis des bonnes femmes. Ça a l'air du monde vraiment, vraiment chill et vraiment cool. Si tu me permets, par contre, Simon, je vais commencer avec une note un peu plus moins le fun, mais je tenais vraiment à le souligner, même si vous êtes probablement au courant, si vous habitez au Québec. Vous avez certainement entendu parler du décès du chanteur des Cowboys Fringants, groupe mythique québécois, Carl Tremblay.
Je vais faire ça très, très court. Moi, je connaissais un petit peu Carl parce que j'ai travaillé avec lui jadis à Monsieur Net, qui, pour les gens qui écoutent Les Mystérieux pour la première fois ou qui sont très, très jeunes, est une émission dédiée à la geekness, jeux vidéo. Moi, j'avais un mandat BD jadis qui était diffusé à Musique Plus, l'équivalent canadien de Much... tu sais, Much Music, c'est canadien, mais l'équivalent de MTV, si vous voulez. Donc, j'étais pas proche de lui. Il y a des gens qui m'ont même offert leurs condoléances, mais j'étais mal à l'aise par rapport à ça parce que c'était pas un ami. On n'était pas proche. Ouais. Par contre, en voyant les commentaires qui ont été déversés sur les médias sociaux, ça a plu, ça n'arrêtait pas. J'ai pensé à quelque chose. Il y a comme un dicton qui dit tu vas pas te souvenir de ce que les gens vont te dire, mais tu vas te souvenir de comment ils t'ont fait sentir. Puis, je peux vous dire à 120 000 % que ce que vous voyez passer en ce moment sur les médias sociaux concernant Carl Tremblay, c'est 100 %. C'est vrai, OK? C'est un gars qui, moi, me faisait sentir comme un de ses vieux chums. C'est un gars qui était humble, gentil, sweet, pas prétentieux pour 2 scènes. Puis ça m'a vraiment ému de voir tous les commentaires passer sur les médias sociaux. Mm-hmm. Et ouais, ça m'a touché. Puis c'est pour dire que les Cowboys, c'est aussi une période de ma vie, là, quand j'ai commencé peut-être à peu près à l'université, peut-être un petit peu avant. Mais c'est un marqueur de temps. Puis il me semble qu'entre Québécois, on a de moins en moins de choses qui nous relient là, en termes de culture, mais les Cowboys, on dirait que c'était comme... C'était la grandeur de la société. Puis, ouais, je trouve que... En tout cas, moi, il va me manquer. J'ai toujours souhaité qu'il y ait éventuellement une genre de reunion show pour Monsieur Net, puis savoir que s'il y en a un, ben, il sera pas là, ça m'affecte. Mais je l'ai au moins souligné. Ouais. Puis, je vais essayer d'y aller s'il y a des funérailles nationales avec des amis qui sont des anciens collègues de Monsieur Net. Donc, Carl Tremblay qui est décédé d'un cancer de la vessie, je crois, à 47 ans. Il était quand même assez jeune. Fait que c'est ça, c'est tout. Là, c'est le cancer. Ah, fuck le cancer, man. C'est vraiment de la calice de merde. Fait que c'était mon petit hommage à Carl. Sinon, je peux confirmer qu'on va avoir un spécial de Noël cette année. Les Mystérieux Étonnants en fait un à chaque année. Et donc, ça sera le vendredi 22. On fait ça vendredi cette année. Donc, quelle forme? Est-ce que ça sera en présentiel? Est-ce que ça... Prostate, merci Étienne. Quand j'étais pas certain, cancer, c'était de la prostate ou la vessie. Prostate, voilà. Donc, je sais pas si ça va être en présentiel ou en différé, mais écoute, on va perpétrer la tradition. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Fait que mettez la petite date sur le calendrier. On fait un petit spécial de Noël pour les Mystérieux Étonnants le vendredi 22 décembre. C'est tout. C'est tout ce que j'avais comme annonce comme début de show. Simon. Moi, j'ai-tu des annonces? Est-ce quelque chose que tu veux nous partager? Fait un bout qu'on t'a vu. T'étais là au spécial d'Halloween. Oui. Puis depuis, on t'a pas vu. J'ai toujours même avant, ça faisait longtemps. C'est un petit bout. Mais là, est-ce que tu as aimé ton expérience au spécial d'Halloween? Je l'ai demandé à Gauthier, je l'ai demandé à Étienne, je l'ai demandé même à Jake. Comment tu as trouvé ça? L'intro était un peu... Ben, je t'ai vu sourire. Ben, c'est parce que l'intro, je savais pas de quoi vous parliez. Puis moi, je suis sur le show, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'était quelque chose qui s'était se passé à Space auparavant, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai compris. Mais le reste, j'ai eu bien du fun, puis j'étais content de... Ben, c'est un peu... comment dire... c'est pas que je pense juste à moi, là, mais je veux dire, j'ai aimé ma chronique. Oui, ta chronique était super bonne. Oh, oui, c'est parce que ça avait pris du temps avant de me décider à quel j'allais parler. Ouais. Mais quand comme pas rapport, mais je me suis dit, ouais, fuck it. Hey, man, quand tu m'as envoyé les extraits, j'étais tellement content parce que je voyais sur quoi tu allais frapper, puis t'as visé dans le mille. Là. Écoute, c'était une super de bonne chronique. Là. Puis, non, c'était le fun. Au costume était le fun. Je sais pas, il était où Gauthier, par exemple? Non, c'est ça. Ben, au moins, on avait Charles. Charles Beauchamp était là. Ouais, je le connais pas beaucoup, mais c'était le fun de le voir. Sympathique. Il a lu une partie d'un petit roman de science-fiction. C'était le fun de l'avoir avec nous autres. Ouais. Non, ben, c'était bien le fun. C'était bien le fun. Sinon, as-tu des annonces? T'as-tu quelque chose à annoncer? La seule affaire que je vais annoncer, c'est que je ramène ma chronique des sorties Blu-ray de la semaine. Ah oui? Tu vas pas annoncer que tu vas avoir un Noël chez Isidore bientôt aussi de TP? Il me semble que tu m'as dit tantôt que tu allais... avec le hors d'onde et le en onde, j'oublie ce que j'ai dit ou pas, mais il va y avoir un nouvel épisode de Noël chez Isidore dans les prochaines semaines. Excellent. Oui, plutôt peut-être la semaine prochaine. Avant Noël, ça serait le fun. Oui, avant Noël. Puis, comme Étienne a dit au dernier show, on va sûrement faire un spécial Gandalf dans le bois. Je l'aime, celle-là. Marc Hervieux et Gandalf dans le bois. Je l'aime bien, cette formule-là.
Ouais. Pour un show de Noël, c'est le fun de faire pas un spécial de Noël. Un spécial juste à côté, parce qu'on est souvent un petit peu off. Fait que, voilà. OK. Puis on rappelle qu'il y a aussi un nouvel épisode de Terre humaine chez Isidore disponible partout sur les plateformes de balado. Épisode 26, parce que le 28 est sorti sur Patreon la semaine passée. Exact. Monté par Étienne, là, qui l'avait annoncé lundi dernier aussi. Ceux qui trouvent que le 26 est très court, comme ma mère, allô? Ta mère, elle écoute, elle écoute. Ma mère se lève, elle fait un peu d'insomnie, je pense. Mm-hmm. En tout cas, comme nous normal, tous. Ouais. Puis elle écoute le podcast en loop. Wow! Fait qu'elle aime vraiment ça. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Le nouveau épisode qui est disponible partout est 35 minutes à peu près. Mais les prochains sont comme 1h30. Là, fait que vous allez en avoir en masse. Excellent. Donc, Terre humaine, chez Isidore, Noël chez Isidore, des nouveaux épisodes. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est Noël chez Isidore, c'est un podcast dédié au temps des fêtes. Et Terre humaine, chez Isidore, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est ça, un show sur un téléroman. C'est ça, un très vieux téléroman québécois. Ouais. Hey, tu veux-tu que je commence une nouvelle? Pour se lancer un petit peu dans le bain. Parce que j'ai vu l'annonce passer, puis je me suis dit, qu'est-ce qui manque à ta vie, Simon? Qu'est-ce que tu sais pas qui manque à ta vie? Qu'est-ce que je sais pas qui manque? Qu'est-ce qui pourrait manquer à ta vie, mettons, là? Lié à la culture populaire. Ouais, OK. Je m'en allais ailleurs, là. Ouais, c'est ça. C'est une bonne... peut-être le X-Men 97. Oui, la suite en dessin animé. Ouais, ça va être cool. Ça manque. Ça manque, ça. Ben, écoute, c'est pas dans cette direction-là que je vais, mais pas en tout. C'est correct. C'est un reboot de Home Improvement. Ah ouais, OK. Ouais, j'avais besoin de ça. Donc, Tim Allen qui était en entrevue. Tim Allen qui était en entrevue à The Messenger pour faire la promotion de Santa Claus. Saison 2. Je savais même pas qu'il y avait une première saison. Une saison 2. Ouais, la saison 1 était pas super. Là, fait que je vais écouter à 2. C'est sûr que tu vas écouter à 2 qui est disponible sur Disney+. Puis ils ont eu demandé, qu'en est-il d'une suite à Home Improvement? Parce que tout a une suite maintenant, parce qu'on est la génération qui ne sont pas capables de laisser nos trucs de la culture pop mourir. Donc, pourquoi pas une suite de Home Improvement, ce super sitcom des années 90. Ben, écoute, il en parle beaucoup avec non seulement les acteurs qui jouaient ses fils dans l'émission, mais aussi Richard Kahn qui jouait Al Borland, pardon. Dans son associé, son tool guy. Ah non, c'est lui le tool guy. Non, c'est lui le tool guy. C'était comme son sbire, son vœu. Ouais, c'est ça. Son sidekick. Son sidekick. C'est le gars qui a fait après des annonces de trucs nettoyants là, à l'orange. Là. C'est tout ce que je sais qu'il a fait de plus. Là. Okay. Tu te souviens de ça? Donc, ils sont en genre, ils parlent, puis ça a l'air que ça serait quelque chose qu'ils voudraient faire éventuellement. Donc, un genre de re-home improvement qui mettrait en vedette les petits enfants du personnage de Tim Allen et pas donc ses enfants à lui. Donc, on est un peu dans la même zone que Fuller House. Ouais, ou That 90s Show. Ouais, That 90s Show, par exemple, je suis pas objectif, là, mais j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, c'est pas bon, là. Mais c'est bon. C'est le fun. C'est le fun pour être un fan de la série. C'est tout ce que j'ai. Je voulais comme te surprendre avec cette nouvelle concernant Tim Allen. Je vais t'avouer, c'est surprenant. Mais Tim Allen puis Noël, ça va un peu ensemble. Ben, t'as pas le choix. C'est. Mais moi, je pensais que Richard Karn était mort. Okay. Mais je me suis mélangé avec le voisin, qu'on voyait pas le bas de sa face. Ah ouais. Et là, ils vont sûrement trouver un autre voisin. Là. Ça va être une voisine. Genre comme l'enfant de... Ouais. Fait que c'est tout, Simon. Ce petit cadeau en début d'émission. OK. Ben merci. Merci, Benoît. Ça fait plaisir. J'apprécie. Oui. Ben moi, je peux vous parler des sorties Blu-ray de la semaine. Sure, go for it. Ça fait longtemps. Attends une minute. Blu-ray! Ouais, ben finalement, je me rends compte en disant que c'est les Blu-ray de la semaine. J'ai plus fait le mois. Au complet? Ouais, mais j'ai pas... évidemment, je me suis limité, mais c'est juste parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé au show. Fait que je me suis dit, OK, ben, je vais parler de ça. Puis les fêtes s'en viennent, fait que il y a beaucoup de coffrets dans ma liste. Donc, c'est ça. Ouais, des beaux petits cadeaux à faire à l'être cher ou à soi-même.
Ah oui. Il y a Criterion qui sort un coffret de Jackie Chan qui s'appelle Jackie Chan Emergence of a Superstar. Il me semble qu'il y a beaucoup de coffrets de Jackie Chan en circulation, puis là, ça me mêle un peu. Oui, parce que on dirait que les compagnies Blu-ray se sont réveillées, puis les films de Hong Kong, ça serait le fun que ça sorte, puis là, il y en a plein. Mm-hmm. Et Jackie Chan a 2 coffrets qui sont sortis chez Shout Factory. Que tu nous as parlé, d'ailleurs. Oui, de plusieurs films. Puis Criterion a déjà sorti un coffret de Polystory 1 et 2. Mm-hmm. Puis là, c'est ça. Là, on a 6 films. C'est sur ses débuts. Là, les films, c'est de 78 à 85. On a le premier qui est Half a Loaf of Kung Fu. En France, il était connu sous le nom du Le Protecteur. Et c'est considéré comme une des premières comédies qui parodie les films de Kung Fu. OK. Puis, après, on a Spiritual Kung Fu, qui en France s'appelle L'Irrésistible, qui est sorti en 78. On a The Fearless Hyena, qui au Canada et en France s'appelle La Hyène Intrépide, un film de 79, et réalisé par Jackie Chan. Ensuite, il a fait The Young Master en 80, qui en France s'appelle La Danse du Lion. C'est comme tellement différent que tu te demandes pourquoi ils ont décidé d'aller dans cette direction-là. Le jeune maître, ça se dit bien, il me semble aussi en français. Ben oui, mais peut-être qu'il avait déjà nommé un autre film, Le jeune maître, s'il n'était pas celui-là. Mais tu vois, c'est le genre de choses que je pensais quand j'étais jeune, mais plus, avec les années, je me suis rendu compte que souvent, c'est pas du tout le cas. Ils ont juste pogné un brain fart puis ils ont décidé de changer le titre. Tant qu'ils n'appellent pas ça, genre la toubib à la plage, là, on est correct. Et il y a aussi Fearless Hyena 2, qui est sorti en 1983, qui en France s'appelle Le Cri de la Hyène. Et fun fact, ce film-là, la compagnie... En fait, Jackie Chan était associé avec une compagnie de production qui était les Low Way Motion Picture Company. Et là, les Low Way? Low Way. OK. Puis là, après, il a quitté pour joindre Golden Harvest, mais il a quitté pendant le tournage de ça. Puis les producteurs ont voulu lui faire... Ils l'ont blackmailé avec les triades pour qu'ils finissent le film. Mais finalement, ils ont réussi à arranger ça. Puis là, lui est parti. Puis là, c'est un body double qui fait des... Fait qu'ils ont fait affaire à la mafia chinoise pour pouvoir le faire revenir sur le plateau. Là. Ouais, c'est ça. Mais bon, il s'en est bien sorti. Et le dernier film, c'est My Lucky Stars, un film de 85 réalisé par Sammo Hung avec Jackie, Sammo et Yuen Bio. Mm-hmm. Et celui-là, c'est le seul que j'ai vu dans le coffret. Et c'est un genre c'est un Jackie Chan que quand il est là, c'est le fun, mais il est pas beaucoup là dans le film. Puis le reste, c'est du gros gabotinage. Genre quoi? Du monde qui se battent, mais qui s'enfargent en même temps? Puis... ils se battent pas, c'est vraiment de l'humour slapstick de double. Des fois, ça peut être le fun, mais dans celui-là, il me semble que ça vient un peu gâcher le récit. Okay. Donc, c'est ça. Et évidemment, il y a plein de bonus. Et vous savez que c'est très bien traité parce que c'est Criterion. Oui, c'est ça. C'est pas de la cochonnerie. Non, c'est ça. Tu l'as-tu commandé? Oui, je l'ai commandé. Combien qui coûte, si c'est pas indiscret? C'est une bonne question parce que je pense que je l'ai pogné à 40%. Oh, wow, quand même. Parce que c'est... il y a toujours la période de l'année où Criterion, tous les titres sont 50% chez Barnes & Noble, mais au Canada, si tu réussis à pogner, il y a le site Unobstructed Views qui, eux, ils ont 40%. Puis ça fait pas pire. Fait que, je sais pas, une soixantaine de piastres là, pour quelque chose qui est peut-être 120. Là, quand même pas si pire pour tous ces films-là qui n'étaient pas disponibles en plus avant. Ouais. Puis c'est ça, là, il y a Shout Select aussi qui sort de Sonishiba Collection Volume 2. Ça, j'ai le volume 1. J'ai toujours pas regardé de film, mais à un moment donné, je vais m'y mettre. Et là, c'est 7 films de 75-78, dont The Defensive Power of Aikido, 13 Steps of Maki, Karate Warriors, The Great Okinawa Yakuza War, Karate for Life,
celui-là, il va être tough. Colgo 13, Assignment Kowloon. Ça, c'est le même titre? Ouais. Wow. Et le dernier, c'est de Okinawa Wars of 10 Years. Donc, Sonny Shiba, qui est un peu le penchant Bruce Lee du Japon, qui est un petit peu plus... Il est intense dans ses faces. Ouais, il y a des grosses faces? Ben, il fait des grosses grimaces quand il se bat. Ah, oui, OK. Il y a une O-face pendant qu'il se bat. Ouais. Child Select, Child Factory, sort aussi la collection des Police Academy en Blu-ray. Ben là, il était temps, là. Là, je tasse mon Home Improvement. Ça, c'est la nouvelle de la semaine. Ben, moi, j'avais l'impression que c'était déjà sorti. Moi aussi. J'ai pas trop checké. S'ils sont sortis, ils étaient peut-être séparés, mais là, il y a un coffret au complet. Donc, vous avez les 7 films de Police Academy. Il y en a 7, c'est vrai. Je pense qu'il y en a 6. Malheureusement, vous n'avez pas la série télé ni le cartoon. Ben non, c'est ça. Ça aurait été le fun qu'ils mettent tout ensemble. Oui, il est comme le Ultimate Collection de Policeverse. Ouais. Mais c'est ça. Je pourrais vous dire les titres, mais bon. Tu viens de m'apprendre, par contre, qu'il y avait une télésérie. Je savais qu'il y avait un dessin animé, mais je savais pas qu'il y a une télésérie. Ouais, c'est une affaire de 2 saisons qui jouait à quelque part. Là, avec genre juste un des acteurs a repris le rôle dans toute la gang, j'imagine. Genre, je sais pas si c'était comme un remake. C'est genre s'il y a quelqu'un d'autre qui joue le rôle de Steve Guttenberg ou c'était une suite, mais je pense que c'était une suite. Puis je pense qu'il y avait le chef de police, le Lazare, qui était dans la série. C'est fucked up parce que quand il y a ce genre de projet-là qui existe, mon cerveau va tout de suite à ça se passe où dans le timeline? Ouais. C'est-tu dans le même verse? C'est-tu comme en 2 films? Ouais. Tu sais, je les ai réécoutés récemment sur. Je pense qu'on les a écoutés l'année passée sur Discord, puis tu vas être surpris d'apprendre que ça a crissement mal vieilli. Hein? Voyons donc. Ouais, il y a des jokes qui passent pas. Ah ouais? Ouais, c'était différent les années 80. Est-ce que le Police Academy 7 Mission to Moscow est un hidden gem? Dude, c'est le seul qu'on n'a pas écouté. Fait qu'à ce jour, je n'ai pas vu Police Academy 7. Hey, je me souviens d'avoir loué ça kid, là, puis il a fallu que je le loue en anglais parce qu'il avait pas en français à que vidéo. Puis c'était plate parce que je comprenais rien, mais aussi ça avait l'air plate. Moi, je me souviens d'avoir vu l'annonce à la télé et je me souviens que kid, je m'étais dit, mais pourquoi il en font encore? Ouais. Tu sais, quand t'es jeune puis niaiseux, puis même si c'est tellement flagrant qu'ils sont en train de milk the cow. Si vous voulez un petit film de Noël, il y a le TV movie de 1986, Babes in Toyland, qui est un remake du vieux Babes in Toyland, que Kino Lorber va sortir, et Babes in Toyland, c'est avec Drew Barrymore. Ah, c'est pas le petit cochon, c'est vraiment des babes. OK. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne question. C'est pas le cochon. Non, mais c'est plus un genre de monde de jouets. OK. Puis il y a Drew Barrymore, Keanu Reeves là-dedans. Et il y a la version sur le Blu-ray, vous avez la version full screen pour la version télé et la version widescreen parce que écoute, ça a été filmé quand même. Ben oui, c'est ça. Fait que, ouais, ce film-là, je pense que je l'ai vu 2-3 fois, puis honnêtement, je m'en souviens jamais. Comme je savais même pas que Drew Barrymore et Keanu Reeves avaient joué dans le même film. Ouais, mais c'est arrivé. Il me semble que c'est arrivé 2-3 fois. Ah ouais, ok, je pense. Okay. Je suis pas sûr, là, mais en tout cas. C'était lui le prof dans E.T. ouais, c'est ça. Écoute, j'ai le Google Translate, mais il est long, puis je suis fatigué. Ouais, laisse faire. Sinon, il y a Arrow Video qui sort la semaine prochaine. Barbarella en 4K. Barbarella, le film de... Avec Jane Fonda, le film de Roger Vadim, avec Jean-Philippe Là et Marcel Marceau. Écoute, mon cerveau a été à Bob Warrior. C'est pas parti de la même place, c'est la même chose. Non, c'est le film des années 60. Barbarella, tu vois, j'ai un Google Translate très rapide. Barbarella, une terrienne du 41e siècle, est envoyée en mission par le président de la Terre pour retrouver Durand, un scientifique disparu avec une arme toute puissante. Et évidemment, le band Duran tient son nom de ce personnage-là. OK, moi, je pensais que c'était le contraire, c'est que c'était comme un hommage. Non, ben, c'est ça, vu que Barbarella est genre, ça en date de 67, fait que Duran, il était pas mal jeune.
Mais c'est une belle édition avec, tu sais, le genre d'édition que c'est une boîte avec des cartes dedans, puis un poster, et vraiment beaucoup d'entrevues. D'ailleurs, quelque chose que je ne savais pas, la personne qui faisait le double, le body double de John Philip Law, c'était Fabio Testi. Oh, Fabio Testi, notre préféré. Ouais, un acteur italien de films de 70. Et ouais, c'était tout un monsieur. Il y avait des nez larges. Ouais, des Testi. Sinon, attends, ça, je pourrais... Oui, Severin a annoncé leurs titres qui vont être en pré-vente pour la fin de semaine du Black Friday. Fait qu'ils font une vente du Black Friday à chaque année, je pense. Ouais, c'est ça, puis c'est tout le temps comme on dévoile des titres. Et là, ils ont publié sur Instagram. Il y en avait 7, mais là, moi, j'en ai pris 4 en note. Il y a Spider Labyrinth, un film de 88, un film d'horreur italien. Ouais. Qui est en 4K, en Blu-ray, et qui vient avec le CD de la trame sonore. Et les 3 prochains, c'est 3 films d'un certain Michel Soavi. Michel Soavi a réalisé beaucoup de films, mais aussi joué dans des films, et c'est pour les amateurs de films d'horreur, là, dans le film Demons de Dario Argento. Non, c'est pas Dario qui l'a fait, il l'a produit. Mais le gars qui donne des billets au début avec un masque en métal, c'est ce gars-là. Que je l'ai vu, Demons, puis je suis complètement oublié ça. On l'oublie, ce personnage-là, parce qu'il est là au début, puis après, il arrive tellement d'affaires Mais oui, ce film-là finit à être méta parce que c'est comme des démons qui sortent de la télé, puis c'est fucked up. Hein. Ouais, je pense que attends. C'est là-dedans ou c'est dans Demons 2? C'est dans le 2. C'est dans le 2, c'est ça, exact. La télé, c'est dans le 2, dans le 1, c'est dans le cinéma. Ouais, c'est OK. Fait que il y a 3 films. Il y a Cemetery Man, un film quand même assez culte avec Rupert Everett de 1994 qui est en 4K et qui vient avec la trame sonore. Il y a The Church qui est connu aussi sous le nom de Demons 3. Et les films n'ont aucun lien. Non, exactement. Film de 89 et le de Secte de 1991 qui est Demons 4. Donc, voilà pour ça. Sinon, juste rapidement, pour des sorties Blu-ray là, de films qui sont déjà sortis en... Non, attends. Des sorties 4K de films qui sont déjà sortis en Blu-ray. Il y a Scrooged. Oui? Ça sent bien, ça, en 4K? Je pense qu'il est déjà sorti. Il est sorti au début. Mais il va être en vente sur du côté de Severin. Il est en vente, là. Non. Là, on sort de Severin. Global, OK, ouais. At large. Ouais, c'est ça. Scrooge, Trading Places, Violet Night, le film qui était sorti l'année passée, là, avec David Gilmour qui joue un Père Noël, puis c'est un mélange d'Home Alone puis Die Hard. Là. Oui, ça me dit quelque chose. Qui était quand même pas si pire, là. Mais bon, il y a aussi Fargo, Duel de Spielberg, American Graffiti de George Lucas, nice. Rudy. Oui, c'est lui où est-ce qu'il a joué 30 secondes au football, même pas 4 secondes. Ouais, c'est ça. Il y a aussi Monster Squad de Tales from the Dark Side et Naked Gun. Donc, voilà. Naked Gun, le premier seulement? Ouais, d'après moi, les 2 autres vont suivre. Ouais, sûrement. C'est classique. Classique du cinéma. C'était les sorties Blu-ray. Ben, fait du bien. Écoute, Scrooge, il me tente. Ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu jamais vu en 4K. Je pense que ce serait un beau film à voir en 4K. Je pense que ouais. Nice. Ouais. Il y en a des fois que, tu sais, c'est tellement beau que tu vois tous les défauts du film. Ouais, ça m'a fait ça avec Ghostbusters 1. Il y a une gargouille à un moment donné qui passe, qui est là, puis un char qui passe en arrière, ouais, puis tu le vois. Ouais. En même temps, tu sais, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on voyait les films. Fait que là, c'est juste le fun de voir l'effet, le travail qu'il y a derrière le film. Tu sais. Écoute, comme on est dans la convergence ici au Mystérieux Étonnant, hein, tu le sais, hein, on a une équipe qui travaille 365 jours par année. On parle de Ghostbusters, c'est que je parlais de Ghostbusters. Ah ben? Parce qu'il y a une annonce qui a été faite la semaine passée par rapport à Ghostbusters. Puis la semaine passée, je sais pas si toi tu l'as vu passer, Simon, mais il y avait la bande-annonce de Ghostbusters Frozen Empire. Ouais. On a parlé un petit peu à Étienne parce qu'Étienne ne l'avait pas vu. Toi, tu l'as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était bien. Ça commençait comme le film Geostorm. Oui, c'est vrai. C'est la même petite promesse. Ouais. C'est à la plage. Ouais, mais non, je suis curieux, tu sais. Je pense que
J'ai hâte d'en voir plus, mais je veux aussi pas trop regarder les bandes annonces. Ouais, moi c'est la dernière que je regarde. Parce que malheureusement. On va le voir anyway. On va le voir, de toute façon, il sort prochainement. J'ai bien aimé, c'est plus, tu sais, car mon Ghostbusters n'existe plus, puis c'est correct, là, il faut qu'il fasse autre chose pour une nouvelle génération. Ouais. Puis, il existe encore. Oui, je veux dire, les acteurs sont encore, 3 des 4 sont encore vivants, mais je veux dire, l'atmosphère, le ton, le film. Le film existe encore, puis je le réécoute souvent. Là. Mais en fin de semaine, j'ai réécouté justement Ghostbusters Afterlife, parce que ça fait 2 ans qu'il est sorti, je pense que c'est hier ou aujourd'hui. OK. Et donc, bon, la suite de Ghostbusters Afterlife, c'est Frozen Empire. Ça s'en vient, la bande-annonce est sortie la semaine passée. Et là, on a Screen Rant qui a eu un aperçu exclusif d'une mini-série de comic book de 4 numéros qui s'appelle Ghostbusters Back in Town. Ça va être publié chez Dark Horse Comics. Donc, une série de 4 numéros qui fait le pont entre Ghostbusters Afterlife et Frozen Empire. Donc, on sait que qu'on va suivre les personnages de Callie, Gary, Trevor et Phoebe, qui sont la distribution principale de Ghostbusters Afterlife, alors qu'ils passent de Somerville, où se passe l'action dans le dernier film, à New York, où se passe l'action dans Frozen Empire. Ça va sortir quelques jours avant la sortie du film en salle, donc le 27 mars 2024, et le film sort le 29 mars 2024. Ça va être écrit par un certain David Boer, que je connais pas malheureusement, l'art signé Blue Delinquent, et pour s'assurer que les deux, je dirais que la BD colle avec le film, il y a Jason Reitman et Gil Kenan qui ont scénarisé Afterlife, puis qui ont scénarisé entre autres Frozen Empire, qui ont supervisé l'histoire pour être sûr que ça se connecte bien. Puis je vous dirais, si vous voulez lire la bande dessinée avant de voir le film, faites-le pas. Parce que de mon expérience à moi, quand vous lisez ce genre de proposition de comic book-là, on vous en révèle toujours un petit peu trop sur l'histoire du film qui s'en vient, même si ça se passe avant. Fait que moi, j'attendrai, puis voir si ça fait vraiment pour vrai, mais après avoir vu le film, qui, lui, je le rappelle, va sortir le 29 mars 2024. Un petit projet intéressant. Il y a une des couvertures alternatives qui est inspirée directement d'une fin alternative que le film Afterlife était censé avoir, où on voyait l'acteur 1 qui était towé par la famille Nisplanger, qui est en direction de New York. Ben, ce plan-là a été finalement canné, puis ils ont utilisé un autre plan où l'acteur 1 revient à New York, mais c'est pas exactement la même chose. Mais il y aura plein de couvertures alternatives et d'autres choses pour les gens qui s'intéressent. Attendez le trade. Là. L'art est bien. Le cover pas particulièrement... disons, vous l'avez déjà vu, ce type d'art-là. Là, c'est du sous-posters de Star Wars des années 80, là, vous voyez genre. Ouais. Mais je suis curieux. Je suis curieux juste pour l'histoire, surtout sachant que Jason Reitman et Gil Kenan sont derrière le projet. Ça s'appelle Ghostbusters Back in Town en mars prochain. Monsieur Simon. Je peux vous parler des X-Men. J'ai pas ton jean, malheureusement. Il est pas loadé. J'ai dû vider l'iPad pour le spécial d'Halloween, mais j'ai pas eu le temps de le récupérer. Pas de problème. Premièrement, je peux vous remettre un peu en contexte de où je suis rendu. J'ai relu tout Onslaught. Ok, je pensais que tu avais relu au complet. J'étais comme, t'as pas recommencé du début. Non. Je pense que plus qu'un an, j'avais tout lu Onslaught avant de me lancer dans la lecture de toutes les X-Men. Fait que t'avais relu Onslaught, t'avais lu les X-Men au complet, puis t'étais revenu à Onslaught là. Là, c'est ça. Là, j'étais rendu à Onslaught. Okay. Et là, je suis post-Onslaught. Je suis rendu période un peu... on sent encore les ramifications de ce qui est arrivé avec Onslaught. Puis on tombe dans Opération Zéro Tolérance avec Bastion. Zéro Tolérance? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fondes le Parti conservateur, puis c'est quoi ça? C'est un peu genre, c'est un gars qui part une quête contre tous les mutants. Okay. C'est ça. C'est Graydon Creed qui est... le fils de Sabretooth et de Mystique, qui se présente aux élections pour être président des États-Unis, et sa campagne est surtout axée sur on haït les mutants, parce que c'est à cause d'eux autres de Onslaught. Écoute, là, excuse-moi, mais les mutants, ça n'a pas la place dans nos écoles. Puis c'est pas vrai que c'est des mutants qui vont enseigner à nos enfants. Puis, hey. Ouais. Puis aussi, on rentre un peu dans l'histoire de Gambit et son passé, qui aurait peut-être trahi les X-Men.
Puis il y a plusieurs mini-séries aussi que j'ai lues, genre Sabretooth and Mystic, Pride and Wisdom, qui est un spin-off de Excalibur, Beast, 3 numéros de Beast. Oui, je me souviens que Beast avait des spin-offs qui duraient genre 3-4 numéros des 90s, puis après on mettait ça aux poubelles. Ouais, puis il y en a un que c'était Rise of Apocalypse, puis ça là, j'ai rien compris. Là. Rise of Apocalypse, donc, mais durant... C'est un origin story. Non, c'était un peu après. Okay. C'est un origin story de Apocalypse, parce que là, il va devenir aussi un bad assez important, je pense, pour les prochaines années où je suis rendu. Fait que je suis rendu en 97. Tu t'en viens rapidement quand même. T'es presque au tournant du millénium. Presque, mais tu sais, c'est plus lent qu'avant, là, parce que là, j'ai pas juste 2 titres à lire. T'en as genre 28 000. Là. C'est ça, puis tellement de mini-séries. Là, que... T'as-tu l'impression qu'ils font du fill-in? Tu le sens-tu, l'espèce de tactique d'en faire trop, mais qu'il n'y a pas d'histoire, ou au contraire, ça colle quand même bien la route? Ben, pour la plupart, ça colle quand même bien, puis... c'est sûr qu'il y a un peu de remplissage, mais... C'est pas... c'est rien de grave là, pour l'instant. Puis ça se lit bien. Aussi, je pense que j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture dans Onslaught aussi parce que tous les titres que je me foutais un peu quand la première fois j'ai lu, comme X-Factor, X-Force, pas que je me foutais, mais que tu sais, je connaissais pas tant le background des personnages et tout ça. Là, j'ai beaucoup plus apprécié ces numéros-là en ayant tout lu Cable, puis Deadpool, puis X-Force. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, à la fin, tu sais, je sais que l'événement de Onslaught n'est pas très bien vu. Puis c'est full 90s. Ça va, ouais. Puis c'est niaiseux, mais j'ai eu du fun pareil. Okay. Moi, je le vois comme un cartoon un peu plus adulte, cette période-là des X-Men. Ouais, c'est ça. C'est pas... Ça va pas passer à l'histoire, mais... on en parle quand même plus tard, puis 30 ans plus tard. On en parle encore. C'est ça, vrai. 30 ans plus tard. Là, faut pas, c'est pas tous les events de l'univers des X-Men ou même des comic books qu'on parle autant d'années plus tard. Là. Exact. Ouais. Puis je vais rester sur les X-Men parce que là, il y a plein de nouvelles sur les X-Men. À cause qu'on tombe dans la fin de l'ère Krakoa. Fait que là, on s'en vient à notre époque. Là. Oui. Tu parlais des 90s, on revient à notre époque. Oui, exact. C'est ce qui va être publié un peu début 2024. Donc, parce que là, présentement, on est dans il appelle ça le Fall of X. Puis c'est en train de finir tranquillement. Puis là, on va tomber dans... c'est ça, je sais pas comment ils vont l'appeler, mais il y a 2 titres principaux qui vont sortir, qui est Fall of House of X et Rise of Powers of X. Donc, une réponse aux 2 premières séries de quand ça a été... quand l'ère Krakoa a commencé avec Jonathan Hickman. Là, Fall of House of X va être écrit par Jerry Duggan, qui est celui qui écrit les X-Men présentement. Il va y avoir 5 numéros. Et Rise va être écrit par Kieran Gillen, qui écrit Immortal X-Men présentement. Donc, c'est comme les 2 têtes qui s'occupent pas mal du monde des X-Men depuis le départ de Jonathan Hickman. Et il y a aussi Al Ewing qui va écrire un 4 numéros sur la résurrection de Magneto. Of course, il fallait qu'il revienne, là, mais je suis content de le revoir venir. Ah oui, oui. Il n'est pas sous forme de pog. C'est sûr que ça aurait été le fun, peut-être que ça dure plus longtemps, mais en Ils font plus ça maintenant. C'est rendu des cycles de 6 mois. Là. Ça fait partie de la joke. Là. C'est ça. C'est comme un lutteur qui prend sa retraite. Là. Très bien dit. Écoute, Ric Flair, il semblerait qu'il tente de refaire un dernier match. Tabarnane. Il a eu 3 ACV durant son dernier match la dernière fois. C'est pas des jokes, il y a eu des mini-ACV durant son match. Wow. Il va y avoir une série de Cable avec un des auteurs qui écrivait les X-Men tout de suite après Chris Claremont ou même pendant qu'il était là. Fabian Nicieza qui écrivait entre autres X-Force puis Cable. C'est-tu notre Cable ou c'est un autre Cable? Ben là, il y a une image qui est sortie pour annoncer tous ces titres-là. Puis là, tu as un dessin avec tous les personnages. Et là, dans le dessin, tu as des personnages
Parce que là, on tombe dans les 60 ans des X-Men. Hein. Ah oui, c'est vous. Ah oui, 60 ans. Fait que là, de ce qu'on comprend, c'est qu'il va y avoir pas mal de visites à aller voir des anciens X-Men, tu sais, des... Puis là, on voit le jeune Cable et le vieux Cable. Fait que, tu sais, les deux vont peut-être coexister. Hey man, les timelines des X-Men, là, c'est... L'affaire, c'est que je me rends compte en les lisant là, que je les comprends en les lisant. Mais c'est ça. Mais elle me demande-moi pas de te l'expliquer. Mais c'est ça, c'est que toi, tu les comprends parce que tu les as lus au fur et à mesure. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils reviennent jamais vraiment en arrière pour t'expliquer ce que ça veut dire. Tu sais, comme Rachel Summers, tu sais c'est qui quand t'as lu, quand t'es arrivé dans les comics, mais jamais dans un comic book ils vont t'expliquer qu'elle vient d'une timeline alternative. Ouais. Ça dit comme... En tout cas, c'est mélangeant, mais c'est le fun. Il y a aussi une série qui va s'appeler Dead X-Men, qui est 4 numéros écrits par Steve Fox, qui écrit présentement Dark X-Men. Mm-hmm. Et là, ça a l'air à être, selon les images qui sont sorties, les X-Men qui ont été votés pour être l'équipe de cette année, mais qui se sont fait tuer dans le Hellfire Gala. Mm-hmm. Donc, on a Jubilee, Dazzler, Cannonball, Frenzy et Prodigy. Je ne sais pas si Juggernaut et il me semble qu'il en manque un autre va être là, mais écoute, on verra ce que ça donne. Sinon, X-Force qui va... semblerait qu'on va peut-être faire la conclusion de toute cette histoire avec Beast qui est rendu complètement fou. Donc, ça disait que pour son 50e numéro et la conclusion de Krakoa, ils vont sûrement parler de Beast. Et il y a un one-shot prévu... Ah non, c'est un 4 numéros, excuse. Prévu pour mars 2024 qui s'appelle X-Men Forever, écrit par Kieran Gillen. Donc, une autre série. C'est ce qui a été confirmé jusqu'à maintenant, ou en tout cas, c'est ce que j'ai réussi à trouver. Mais ouais, sûrement qu'il va en avoir plus. T'es-tu déçu de voir la fin de l'ère Krakoa se terminer comme ça? Ouais, oui, mais je peux comprendre aussi pour Marvel de dire, bon, OK, on a assez dit dans cette espèce de créneau-là, on va sortir de ça, mais moi, en tant que fan, je suis comme, mais il me semble qu'il y avait tellement d'autres histoires à faire. Fait qu'on revient à un certain statu quo, probablement, là, avec l'école, éventuellement, qui vont ramener des boulamites, puis... Ouais, je sais pas comment, après tout ça, tu retournes à l'école, mais bon. Ouais, quand tu as été à la tête d'une nouvelle nation mutante, puis là, tu retournes à l'école. C'est ça, puis ils ont toute leur espèce de maison weird, là. Je suis comme, c'est plate. Il y avait comme des teams aussi que... Moi, c'est peut-être ma grosse critique de l'ère Krakoa, c'est qu'il y a eu tellement de titres au début qui ont commencé, puis là, ils se rendaient à 10, 12 numéros. Puis ils rebootaient. Ben, ils arrêtaient. Puis là, c'est que c'est même plus des longues séries, c'est tout le temps des mini-séries. Uncanny Avengers vient de finir, c'est 4 numéros. Uncanny Spider-Man, ça va être 4 numéros. Dark X-Men, c'est 5, je pense. Tu sais, c'est tout le temps comme... Fait, t'es comme, oui, c'est le fun, ce team-là, je veux le voir comme... Puis finalement, c'est comme 4 numéros super rapides, rushés. Mais c'est pas rushé, mais... Tu sais, j'aimerais ça. T'aimerais ça une série en continu, là. Ouais, tu sais, il y en a. Il y a X-Men qui est en continu, X-Force qui est continu. Tu sais, il y en a quelques-unes. Mais quand tu fais un nouveau titre avec un nouveau team, j'aimerais ça que ça dure plus longtemps. J'ai l'impression que Marvel connaît son public parce que je pense de toutes les propriétés qu'ils publient de façon mensuelle, les X-Men, c'est là où ils peuvent aller chercher. Ils savent que le Loctera vont acheter les mini-séries qui sortent parce qu'ils veulent avoir l'ensemble de l'histoire de l'univers des X-Men au sein de Marvel. Fait que c'est là où ils vont aller comme... Encore une fois, milk the cow, tu sais, je veux dire. Mais c'est débile. Parce que moi, ce modèle-là fonctionne jusqu'à un certain point. Ça faisait du sens quand ça coûtait 1 piastre. Fait que t'essayais des numéros comme ça pour voir. Mais là, c'est rendu presque 6$ le single. Fait qu'imagine le trade, tu sais. Ouais. Je sais que les fans des X-Men sont des fans invétérés puis sont super fidèles, mais c'est... Imagine un nouveau lecteur qui tombe là-dedans. Encore une fois, on revient à ça, là. Ben c'est ça, parce que on a beau dire l'ère Krakoa, ben tu commences là, mais
Ouais, mais pas tant que ça non plus. Je veux dire, tu peux commencer essayer, là, mais... Puis tu vois, il va en avoir en esti des affaires à lire. Là. Oui. Oui, la preuve, écoute, ça fait combien de temps que tu nous en parles? Puis il y en a beaucoup à lire. Là. Entre House of X, Power of X, il y a quoi, 4-5 ans de ça, même? Ouais, à peu près 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, tu en as parlé des X-Men. Il y en a en maudit. D'ailleurs, est-ce que tu as mis encore ta liste à jour sur le Discord mystérieux? Celle des classiques, oui. Celle de Krakoa, ben je pense que je suis rendu juste un peu avant Fall of X, parce que je me dis, je vais attendre de tout lire puis de voir un peu c'est quoi l'ordre logique, parce que tu as des séries qui se passent en même temps qu'un d'autre, mais tu en as d'autres qui peuvent se passer plus loin, mais je te dirais que dans les bonnes, là, présentement, pour le Fall of X, il y a Children of the Vault avec Cable et Bishop, qui est excellente. Dark X-Men aussi, puis... Uncanny Spider-Man avec Nightcrawler en Spider-Man, c'est... Ah ben là. Il va falloir le lire. Hein. Ouais, c'est ça. Je vous résumerai pas toute l'histoire, mais c'est bien bon. Je sais pas si tu as vu sur le Discord, j'ai fait un peu de ménage, j'ai créé des nouvelles catégories, tout ça pour les gens, que ça soit plus clair. Puis j'ai fait une catégorie qui donne accès à ta liste de lecture de l'ère classique des X-Men. T'es rendu là, je suis comme des 90s avec Post Onslaught. Ouais. Puis il y a une liste de lecture pour l'ère Krakoa. Donc, c'est quand même assez complet. C'est pas mal dans les plus complètes listes de lecture que j'ai vues en termes de suivre l'histoire puis où ça s'emmène. Là. Ouais. Je trouve, en tout cas, pour moi, c'est une des plus simples et une des plus complètes. Fait que si vous voulez accéder, si vous voulez avoir une suggestion de lecture, vous allez là puis vous suivez l'ordre que Simon vous donne. Puis il y a Gab aussi, un auditeur qui est sur le Discord, qui a donné une liste de lecture pour les séries de Star Wars des X-Men. Des séries de Star Wars de Marvel. Puis, tu sais, ça a l'air bizarre, mais il y en a vraiment beaucoup. Ça a commencé quand même slow, tranquillement. Puis là, il y en a beaucoup. Il y a énormément de séries de Darth Devil. Voyons, j'ai bien de la misère. de Darth Vader. Ça va. Ouais, grosse journée aujourd'hui. Darth Vader, de Star Wars. C'est comme assez complet. Fait que, il y a quelques listes de lecture qui sont... Si t'avais dit Starjammers à place de Star Wars. C'est ça. Je suis comme plus habitué à parler des gens face à face. Là, fait que ça m'a beaucoup demandé aujourd'hui. Mais les listes sont là. Fait que si vous voulez, ils sont encore disponibles épinglés dans la section BD manga, mais sinon ils sont disponibles dans une section que personne ne peut modifier à part moi puis les gestionnaires du Discord, donc c'est accessible pour tout le monde. Fait que vous pouvez partir à partir de là. Fait que voilà. Est-ce que t'as autre chose? Juste une question rapide. Oui. T'as-tu vu des Marvels? Si j'ai lu les Marvels? Non, si t'as vu le film de Non, Marvels. Écoute, je ne vais plus vraiment au cinéma, puis je suis de ceux qui disent de toute façon, ça va sortir dans 45 jours sur Disney+, fait que j'ai pas vraiment... J'ai envie de voir le film, pour vrai, puis des critiques que j'ai vues, ça semble quand même assez positif. Ouais. Mais je suis pas allé au cinéma, c'est quelque chose que je ne fais plus vraiment aller au cinéma. Toi, tu l'as vu? Non, j'ai pas vu, mais j'ai vu quelque chose, par exemple. T'as vu quoi? Je peux pas... t'as vu un spoil? J'ai vu un spoil, mais écoute. OK. Écoute, bientôt, je vais le voir. Je suis curieux. OK, je vais attendre, mais je n'irai pas au cinéma pour le voir, malheureusement. Pour ceux qui l'ont vu, je parle évidemment d'une scène post-credit. Oui. Mais... Il y en a juste une, par contre. Il n'y en a pas deux, hein? Il me semble qu'il n'y a pas Marvels. Ça se peut qu'il y en ait deux, mais je pense qu'il y en a une qui est beaucoup plus importante. Bon, écoute, on va aller... Maudit, là, tu m'intrigues. Puis là, j'ai peur de tomber dessus sur Instagram. Moi j'ai tout le temps un fucker qui fait ça. Moi, je me suis dit, écoute, je suis tanné de me priver un peu. Puis je me suis dit, hey, fuck it, je vais regarder la post-credit scene parce qu'elle n'aurait pas rapport avec le film. C'est ça que j'ai demandé, est-ce que ça dévoile de quoi? Ça va juste te dire, hey, un personnage. OK. Mais est-ce que ça révèle de quoi par rapport au film ou ça révèle ça juste... Ça n'a pas l'air, pas de ce que j'ai vu. Fait que je pourrais aller me spoiler tantôt moi-même. Ouais, mais je pourrais juste te dire c'est quoi sans... dis-moi là tantôt. Je sais pas à quel point les gens à la maison veulent l'entendre. Non, je le dirais pas en nombre, par exemple. C'est ça, OK. Mais dis-moi le pas, je vais aller voir. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui l'a regardé, qui l'a filmé sur Instagram. Puis... tu commences à checker pour ce que tu scene, tu vas être spoiler. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que souvent, quand j'allais au cinéma pour écouter des films de Marvel, pré-pandémie, tu sais, t'es dans le générique, puis t'es comme, bon, y a-tu un post-credit scene où ça va juste niaiser? Et là, tu vas sur Google, parce qu'à ce moment-là, messieurs à la maison, dames à la maison, vous pourrez ouvrir votre téléphone. Pas avant. Mais à ce moment-là, c'est correct. Quand il y a où les lumières, c'est là que tu
tu peux checker ton sel. Puis là, tu tapes Is there a post-credit scene? Puis là, il va même te le remplir automatique là, parce qu'il y a plein de personnes qui ont fait la même recherche que toi. Puis là, tu tombes sur des sites d'articles qui... Ending explain! Ouais, c'est ça. Puis là, avec le personnage surprenant qu'on voit en... Depuis que Marvel Studios a fait... Là, il étire ça. Là, comme, je veux juste savoir... En tout cas... V'là Rum Space Knight dans je sais pas, moi, Deadpool, whatever. En tout cas. Est-ce que c'était tout, Simon? Oui, c'est tout. Bon, écoute, moi, je vais rester un peu dans l'univers de Marvel. Puis, on a parlé un peu de la Marvel Fatigue la semaine dernière. Puis, je pense qu'une des maps... Parce que moi, j'ai beaucoup de théories par rapport à la Marvel Fatigue. Là, je trouve Je trouve qu'il y a plusieurs facteurs qui font que les films ne fonctionnent pas en ce moment. Puis certains, je suis d'accord, d'autres, je trouve qu'on spécule énormément. Mais je pense que ce qui pourrait un peu ravigorer l'univers de Marvel, c'est bien sûr l'arrivée de nouveaux personnages qu'on n'a pas vus. Je parle notamment des X-Men. Ça, je pense qu'il y a le potentiel de raviver la flamme des fans de Marvel en ayant pigé dans cet univers-là qui est très vaste et très, 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 très riche. Et bien sûr, celui des Fantastic Four. Ouais. Et un des castings autour duquel on spécule beaucoup depuis longtemps, c'est qui va incarner Mr. Fantastic au cinéma. On a vu bien sûr John Krasinski le jouer dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce que c'était ce que l'Internet voulait, mais ça ne veut pas dire que ce sera l'acteur qui va l'incarner au cinéma. C'est un multiverse, guys, fait que tout est possible. Et là, il y a un nom qui est sorti, c'est confirmé en termes de... En tout cas, il y a des négociations. En termes de pourparlers. Il y a des pourparlers entre Marvel Studios et l'acteur Pedro Pascal, qui est maintenant dans tout. Là. Regardez votre boîte de céréales, il est probablement en train de chiller là. Il est juste là derrière. Écoute, tu vois, il est devant moi aussi. C'est comme un peu Jésus, il est tout partout à la fois. Et donc, il est en négociation avec Marvel Studios pour incarner le personnage de Mr. Fantastic, Reed Richards. Il faut quand même des visages, je dirais, connus ou des stars importantes pour générer un certain buzz autour de des films-là qui s'en viennent. Et je pense que Pedro Pascal a la cote de ce temps-ci. Il est dans The Mandalorian. On l'a vu aussi dans The Last of Us. Et on l'a vu également dans Wonder Woman. Donc, un des éléments qui serait, disons, clé à voir si ça fonctionne ou pas, c'est l'horaire de Pedro Pascal. Donc, en ce moment, ils sont en train de voir si c'est possible. Et si c'est possible, il y aurait des chances qu'on le retrouve en termes... Dans le film de Matt Shaskan, qui était réalisateur sur WandaVision, c'est peut-être le nom vous dit quelque chose. Donc, pour l'instant, la sortie du film est prévue pour le 2 mai 2025. Ça, s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas de délai, s'il n'y a pas de problème au niveau de la production, parce que là, les productions reprennent tranquillement du côté d'Hollywood, mais il y a plein de problèmes qui peuvent se passer d'ici là. Mais j'ai bien hâte de voir les Fantastic Four au cinéma, et bien sûr, il y a la Femme Invisible qui va être castée, il y a The Thing, il y a voyons comment il s'appelle, Human Torch, Johnny Storm, donc il y a tout un casting important à réaliser de ce côté-là, puis il faut que les quatre fonctionnent bien ensemble parce que c'est quand même la Marvel Family. Ils vont se retrouver sûrement côte à côte pendant plusieurs longs métrages. Donc Pedro Pascal, je trouve le choix intéressant. Moi j'aime bien John Krasinski. J'aurais aimé ça que ce soit lui qui l'incarne, mais bon, reste à voir. C'est pas confirmé, c'est des rumeurs pour l'instant. Je trouve que je pense que Pedro Pascal pourrait faire un meilleur rôle pour lui, mais ça, dans le sens, je trouve que ça fit moins avec Reed Richards. On dirait qu'il n'est pas assez geek. Il est trop cool. Il est très cool, Pedro Pascal. C'est le cool daddy de l'Internet, donc je comprends, ouais. Comme quand je lisais, c'était quoi je lisais? Starjammer, justement, le père de Cyclops, Corsair. Ça fait un très bon rôle pour Pedro Pascal. Je trouvais qu'il avait l'air. C'est sûr que c'est pas un gros rôle, mais juste l'attitude et tout ça, je trouve que ça fitait plus. Puis aussi, il avait annoncé, c'était qui déjà? Celui qui jouait dans Star Wars. Est-ce que j'ai un blanc? Qui jouait qui dans Star Wars? Dans les derniers Star Wars, qui jouait le... Oh, Poe Dameron? Non. Adam Driver, bon. Oui. Ça a été là. Adam Driver en tant que Mr. Fantastic? Pendant un bout qui était pressenti, en tout cas, c'était une des rumeurs. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, je pourrais le voir. Il est quand même assez... Il a l'air élastique. C'est vrai qu'il a l'air élastique. Bon, donc, mais moi, j'ai bien hâte de voir les Fantastic Four au cinéma. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Je me demande à quel point ils vont être liés aux X-Men, parce que quand... J'ai l'impression qu'ils vont comme déphaser un peu les autres univers qui ont été établis dans les dernières années, puis qui
de toute évidence s'essouffle, en tout cas en termes de retour au box-office, pour mettre de l'avant ces nouvelles franchises-là. Ouais. Et je me demande à quel point les Fantastic Four et les X-Men vont cohabiter en même temps, comme les autres films qu'on a vus jadis l'ont été. Donc, ouais, écoute, on en a encore pour des années, inquiétez-vous pas, là, vous allez en manger encore longtemps des films de Marvel. Qu'est-ce qui te restait, Simon? Écoute, j'ai le goût de vous parler de 2 films que j'ai vus dans les derniers jours. Deux mauvais films qui m'ont amené beaucoup de joie. Je vais vous parler du film Night Wars de 1988, qui est un film de David A. Pryor, qui est responsable pour Deadly Prey. Qui n'est pas un bon film pour les gens à la maison qui se posent la question. Là. Non. Deadly Prey est connu comme étant un des pires films. C'est le film où un gars se fait chopper le bras pour comme frapper le gars avec le bras aussi. Ouais. Puis Night Wars, j'ai un Google Translate. Check bien ça. 2 vétérans du Vietnam font des cauchemars réalistes sur la guerre. Ces cauchemars sont si réels qu'ils commencent à s'y blesser et à ramener les choses qu'ils avaient dans le rêve. Ils achètent ensuite des armes et tentent de faire sortir un de leurs amis qui est mort dans un camp de prisonniers de guerre pendant la guerre du Vietnam. La situation est rendue encore plus difficile par la présence d'un traître du corps militaire américain. Fait que là, c'est un peu... mais dans le fond, là, ce film-là... C'est un épisode de X-Files. Ben, c'est une idée assez stupide de faire un Nightmare on Elm Street où tu remplaces Freddy par la guerre du Vietnam. Ah ben oui, hein? Il y a aussi un genre, quand je lisais dans le Google Translate, un traître du corps militaire américain, c'est comme le méchant, puis il ressemble à Biz de Loco Locas. Tout est dans tout. Puis, au Québec, hein? Ben c'est ça, mais tout ça là, qui était super niaiseux a fucking marché pour moi. Là. C'était... honnêtement, je me souviens de l'avoir vu, ce film-là, il y a peut-être 10 ans, puis ça, je me souvenais de quelques séquences, mais... il me semble qu'on l'a déjà écouté. Il n'y a pas un moment où il y a quelqu'un de couché sur une couchette avec un gun loadé, puis là, il tire partout. En fait, c'est deux dudes qui se maquillent, là, qui se mettent du camo, là, puis qui chargent leur gun, puis là, les deux se couchent. Mais j'ai jamais compris pourquoi ils ont chargé les guns. Parce que ces guns-là, ils les amènent pas avec eux dans leur sommeil. Oui, non, ils les amènent. Mais ils les amènent, mais je veux dire... Tu te souviens pas, à un moment donné, il y en a un des deux qui dort, puis il y a l'autre qui le surveille. Puis là, dans leur rêve, à un moment donné, le gars, il n'y a plus de balles dans son gun. Fait que là, le gars qui est debout à côté de lui, réveillé... Il charge. Oui, je me souviens pas de ça. Il met un chargeur avec les balles là, qui rentrent dans le gun dans les mains. Fait que là, dans le rêve, ça apparaît. Puis là, il rentre. Je me souviens juste d'un bout où il y en a un sa couchette. C'est peut-être qu'il y en a 2, là, mais il y en a un sa couchette. Puis ils sont comme dans une tente ou je sais pas quoi. Puis il commence à tirer dans son sommeil. Ils sont dans une maison de banlieue. Là. C'est ça. Puis c'est ça, c'est que dans leur rêve, ils sont en train de tirer. Mais ils tirent pas devant. Ils tirent comme de côté. T'sais, ils ont comme le gun, il me semble, posé sur leur poitrine. Puis ils font juste comme... Il me semble que c'est super dangereux. Puis qu'il y en a un des deux qui meurt. Moi, dans ce cas, je me souviens de le voir. Ce que je me souviens, ils tirent plus dans le plafond. Ah, OK. C'est pas bien plus safe. Mais... non, c'est ça. Mais en tout cas, c'est réalisé, c'est ça, par David A. Pryor, mais écrit par David et son frère Ted, qui était la vedette de Deadly Prey. C'est quel des deux qui est mort? C'est-tu Ted ou c'est David? C'est David. David, OK. Puis, moi, je veux remercier les frères Pryor pour cette œuvre. J'ai adoré ça. Puis je me suis comme rendu compte aussi, j'ai vu une coupe de David A. Pryor récemment, puis je suis comme, OK. Ouais, il n'y avait pas de budget, puis c'est cheap, tout, mais... il essayait au moins. Ben, il essayait, mais tu te rends compte que Deadly Prey était vraiment fait sur le coin d'une table. Genre, on dirait que c'est comme les restants d'un tournage, puis que là, ils ont fait un film avec ça. Ben, c'est très de base, là, l'histoire. C'est, il s'en va dans le bois, il se fait pourchasser par des militaires, puis voilà. Ouais. En tout cas, d'autres films que j'ai vus, tu sais, il essayait un peu. Mais bon, c'est jamais incroyable, mais c'est parce que je trouve que Night Wars devrait avoir... un peu le même culte que Deadly Prey, selon. J'aimerais ça parce que c'est quand même toute un œuvre. Ben écoute, on pourrait l'écouter peut-être pour l'émission. On pourrait le populariser.
Mais je pense qu'il y en a un meilleur qu'on pourrait écouter. Ah oui? C'est Seven le Curse? film... non. Que j'ai vu durant l'Halloween, puis... Tabarnak, man! T'en avais parlé à l'émission. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu coupes... OK, ouais, ça a l'air d'être fucké, ce film-là. J'ai jamais... Je peux pas l'expliquer, ce film. Je peux pas expliquer ce film-là. Ouais. C'est... Calice. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, je sais que tu m'as texté un moment donné, là, tu m'as dit l'espèce de puits à bébé mort. Là, ouais, il y a un puits à bébé mort, puis le squelette, puis il y a plein de shit dans ce film-là que ça s'explique pas. Je sais pas quoi dire. Ouais. Mais c'était bon. Oui, c'était bon. C'était divertissant. Oui, exact. Ouais. Ben, c'est ça. Là, je vais vous parler du film Rampage de 1997. C'est réalisé par deux frères. En fait, non. Il y a deux frères dans le film, mais il y en a un des deux qui réalise, les deux jouent dedans. Donc, c'est Garrett Stewart Sayre qui joue dedans et Steve Sayre qui réalise et qui joue dedans. Les deux jouent deux frères policiers qui se mettent en valeur dans leur rôle, tu sais, les meilleurs policiers ever. Là, ouais. Body cop movie, là. Ouais, c'est ça. Mais ce film-là, OK, il y a du bullet time. Je ne m'attendais pas à ça. Attends, c'est quelle année, ce film-là? 97. Fait que c'est avant de Matrix. C'est avant, ouais. Oui, Matrix, c'est du 99, je pense. Ouais, ben, du bullet time, là, je parle vraiment un plan sur une balle qui va. Oui. Pas la caméra qui tourne alentour d'un gars. Ben, moi, j'appelle ça du bullet time, puis j'appelle ça aussi un plan qui se masturbe. Tu sais, c'est genre, c'est cool, mais ça apporte absolument rien au film. Il y a aussi des explosions de miniatures, ça c'est toujours le fun. Ben oui. Il y a un moment donné, un des deux policiers saute d'un hélicoptère. Puis tu sais, c'est un plan où l'hélicoptère il est clairement pas dans les airs, mais on le voit dire « OK, je vais sauter ». Puis là, son chef de police qui est aussi à côté du pilote, il dit « Tu vas pas sauter, t'as pas de parachute ». Puis là, il se dit « Hey, check-moi bien ». Puis là, il saute. Puis là, ça cote, puis on voit genre une petite figurine qui tombe. Puis là, après, t'as le chef de police qui dit « Ah, OK, il va tomber dans l'espèce de fenêtre, là ». Puis après, on le voit passer à travers une fenêtre d'un building. Une fenêtre, ça aide pas à sortir le coup. Non, c'est ça. Puis là, il tombe dans un lit, puis il y a une fille, les seins nus. Ouais, tout le temps. Il y avait ça beaucoup dans les années 80. Des filles qui attendaient 24 heures sur 24 dans des lits, que des dudes passent à travers des murs et des fenêtres. Ouais, mais ça, là, on est en 97. Là. C'est ça. Il y a aussi... Il y a un tigre random. À un moment donné, il y a une shot d'un tigre, puis il n'y a aucune explication. C'est comme une side story en parallèle de tigre qui se passe, c'est ça? Ben, peut-être, mais il n'y a aucune information. Mais le tigre est en liberté ou il est... Oui, mais ça, c'est du stock shot, mais on dirait qu'il a comme pogné ce stock shot-là, puis il l'a mis dans son montage, puis... Il a oublié de le retirer. Ouais, c'est ça, je sais pas. Ça se peut, après, il y a un méchant. Le méchant envoie... Le méchant envoie des menaces de mort aux policiers sous forme de lettres. Oui. Mais d'un bord, il y a la photo de l'acteur, le méchant, puis c'est marqué « See you in hell ». Fait que c'est comme le méchant, il a pris un genre de casting, une photo de casting. Ouais. Puis de lui-même ou de la personne? Oui, de lui-même. De lui-même, OK. Pour être sûr d'identifier que c'est lui. C'est ça. Ouais, c'est super incriminant, ça. Non, ça, c'était merveilleux. Évidemment, tu sais, dans ces films-là, il y a aussi le vieux chef de police qui gueule puis qui est jamais content. Ouais. Mais son introduction à ce personnage-là, c'est un vieux chef de police. Là. C'est un monsieur de 70 ans, quelque chose. Non, il y a 42, mais il a l'air d'en avoir 70, c'est sûr. Mais l'affaire, c'est que la première fois qu'on le voit, on le voit sortir de la douche, puis on a un bot shot pendant trop longtemps. I guess que c'est progressiste, parce qu'habituellement, on donne ça à des filles. C'est tout le temps ça dans ces années-là. Mais là, on a donné ça à un vieux monsieur. Clairement, lui, s'il dit « OK, je vais jouer dans ton film si tu me filmes les fafounes. » Les fafounes. Sinon, il y a aussi un gros twist magnifique. Là. Ah ouais? Ouais, tu sais, le genre de twist là, que il y a un personnage qui est mort, puis là, finalement, il est pas mort. C'est-tu logique qu'il soit pas mort ou ça, c'est juste comme gratuit? C'est cheap. Il y a aussi une poursuite en sidou. Ouais.
Mais la meilleure scène, et c'est la scène qui m'a un peu tué. Genre, j'ai tellement ri que j'avais l'impression que j'avais un orgasme. Oh, wow. Là, j'étais gelé aussi. OK, ben là, ça on s'entend. Ouais. Ben, t'aurais pu vraiment orgasmer dans ce temps-là. Ah, peut-être. Ouais. Mais, puis, tu sais, je vais la raconter, puis ça sera pas aussi drôle, là, mais c'est que dans l'histoire, t'as 2 policiers et 2 frères. Il y en a un qui a une blonde et l'autre pas. Celui qui y en a pas, il va... en fait, non, c'est ça. La blonde du policier célibataire? Non, de celui qui n'est pas célibataire. Okay. Est-ce que je suis pas mal avec mon explication? On a compris. Je recommence. Il y a 2 frères. Il y a 2 frères. Il y en a un des 2 qui a une blonde. Cette blonde-là se fait kidnapper par le méchant. Mm-hmm. Puis, pendant qu'elle est kidnappée, le gars, ben évidemment, il abrase un peu. Mais en même temps, il est comme... Le méchant, il est comme... il arrête pas de dire qu'il l'aime, tu sais. Puis, ouais. Fait que, déjà, c'est weird. Puis là, l'autre policier qui est célibataire, à un moment donné, arrive puis sauve la situation. Puis là, la fille est à terre à côté du gars qui l'a kidnappé. Le gars, il est blessé. Puis là, elle pogne un gun. Puis là, le gars, il est à côté puis il dit genre « Je t'aime, s'il vous plaît, ne veux-tu pas? » Tu sais, quelque chose du genre. genre. Puis là, je me suis dit, tu sais, elle pointe le gun, puis je me suis dit, OK, ben, genre, l'autre policier va dire... fais pas ça, ça vaut pas la peine. Tu sais, je veux dire, genre, le gars, il est à terre, il est mort, ben presque mort. Tu sais, tu vas tirer dans un dos, tu vas être comme responsable d'un meurtre. C'est ça, tu vas faire un meurtre. Là. Fait que c'est comme un peu. Fait que là, je me suis dit, OK, genre, ils vont. C'est ça, l'autre policier va dire, fais pas ça, ça vaut pas la peine, blablabla. Puis là, il y a un plan, tu sais, dans la face du policier, puis là, le policier dit, shoot him. Puis là, j'ai fait what? OK, c'est comme je riais parce que moi, j'avais oublié que ce film-là avait aucune morale. OK. Puis j'étais comme what? Ah ben oui, c'est clair. C'est le film qui te l'a rappelé qu'une claque, c'est ça. C'est ça, puis c'était merveilleux. Puis elle tire. Elle tire, oui, OK. Elle tire, puis il n'y a aucune conséquence, là, évidemment. C'est con. Puis, ben c'est ça, ces 2 gars-là, les 2 frères sœurs, il y en a un qui a réalisé le film Honorable Man, qui est un autre film où il joue un policier, évidemment, qui sort avec des filles beaucoup trop jeunes pour lui. Et il y a aussi l'autre frère a fait le film Satan Killer. Ça, là, je ne l'ai pas vu. Satan Killer. Ouais, fait que c'est 2 frères qui, pour un Vanity Project, ont uni leurs forces pour faire ce chef-d'œuvre. J'espère qu'il y a une compagnie de Blu-ray qui va leur sortir parce que présentement, la seule version disponible est sur YouTube. OK. J'allais dire Tubi. Ce qui est aussi peut-être une possibilité. Peut-être, mais ouais, tu sais, fait que la qualité n'est pas incroyable, mais écoute, un petit jujube, puis ce film-là, puis une excellente soirée. Ah bon. Fait que rappelons le titre. Rampage, 1997. Pas celui avec The Rock. Non, pas celui avec The Rock. Hey, il y en a beaucoup de films qui s'appellent Rampage. Oui, il y en a énormément. Il y en a pas avec un singe aussi, à un moment donné. Ah non, ça, c'est chaque The Rock. C'est chaque mois. OK, ouais. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'avais comme Rampage. Qui est le film que... Pour vrai, quand je vois la bande-annonce du singe qui pète une coche enfermé dans un décor de bureau, là, ça me fout à chier. Ça singe-là te bouffe la face, là, je suis désolé. Ah ouais, il est violent. Il est pisse, tu sais, quand il pogne la porte et il essaie de foncer dedans. Là. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'ils ont mis une singe qui était comme en chaleur à l'autre bord. De l'autre bord de la porte. Fait que c'est pour ça qu'il est aussi violent. Ah, OK. Wow. Ouais. Bon, gardez ça en tête quand vous allez réécouter chaque mois. Non, c'est chaque mois, le titre à la fin. Ouais. Bon, petite dernière nouvelle pour Hollywood puis MCU. Ça a été pas mal ça, mes nouvelles cette semaine. Il y a Deadline qui rapporte que Destin Daniel Cretton, pas le croton, là, mais le réalisateur, a décidé de ne pas réaliser Avengers Kang Destiny, qui était censé sortir le 1er mai 2026, suivi de Avengers Secret Wars le 7 mai 2027. C'est un gros mandat. C'est un gros mandat. Puis en fait, il est pas mal assez occupé. C'est le réalisateur de Shang-Chi pour les gens qui ne le replacent pas. Puis il est en train de développer plein de trucs pour Marvel. Il est en train de développer d'ailleurs la suite de Shang-Chi, qui a rapporté quand même un bon montant jadis à sa sortie. Et il est en train aussi de produire et il a réalisé les 2 premiers épisodes d'une série basée sur le personnage de Wonder Man, qui s'appelle tout simplement Wonder Man. Donc, il quitte la réalisation de Kang Dynasty, mais il est quand même en train de travailler avec Marvel. Fait à noter, ça je ne le savais pas, mais Wonder Man fait partie d'une étiquette de Marvel Studios qui s'appelle Marvel Spotlight, qui ne fait pas partie
de la continuité du MCU. Donc, c'est comme un truc à part. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais ça a l'air que ça existe maintenant. Ça va être à sortir éventuellement sur Disney+, bien sûr. Donc, ils développent ça. Shang-Chi est censé faire d'autres projets pour Marvel Studios. Donc, bien qu'il quitte, c'est vraiment parce que probablement il y en a trop dans son assiette. Puis, on n'a pas le réalisateur pour Kang Dynasty, puis on n'a pas le réalisateur pour Avengers Secret Wars, qui devrait finir la 6e phase du MCU en 2027. Donc, on a encore le temps, là. On va être rendu à 6 quand même. C'est tout. C'est une petite nouvelle hollywoodienne assez intéressante. Puis, sachant qu'il va encore avoir beaucoup, beaucoup de films de MCU dans les prochaines années, même s'il y a... Peut-être qu'il y en a qui vont être annulés. T'sais, comme Blade, je serais pas surpris qu'à un moment donné, le monde fasse comme écoute, c'est ben trop un fucking bordel, là, cette affaire-là. Là. Ils ont ramené ça a l'air à vraiment pas bien fonctionner. Il y a l'acteur principal qui a fait quitter le projet plusieurs fois. Mais parce qu'aussi, on sait que Bob Iger, qui est revenu à la tête de Disney, dans lequel il y a le MCU, est en train de déplacer des trucs. Donc, il faut qu'il ressort place. Là, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ça a l'air. Donc, il y a peut-être des projets éventuellement qui seront annulés, mais c'est pas le cas pour l'instant. Je voulais voir, la semaine passée avec Étienne, on a parlé du documentaire Sly sur Sylvester Stallone, l'acteur qui a incarné bien sûr Rocky, Rambo et compagnie. J'ai écouté hier Copland pour la première fois comment il s'appelle le réalisateur là, de Wolverine là, qui a réalisé le dernier Indiana Jones, Goldman. C'est quoi son nom? Tu vas le googler, je te vois. Je réfléchissais, mais. James Mangold. Bravo! Merci, voilà. Je vais savoir s'il l'avait vu, parce que j'ai pas Copland, mais Sly. Parce que le documentaire, non, je l'ai pas vu encore. Parce que toi, il me semble que c'est ton genre de jam un peu. Oui. Stallone, c'est un de tes acteurs fétiches, pareil. Oui, quand même. Puis, je vais l'écouter, là. Qui a été pas plus primé que ça, mais c'est quand même... Non, mais c'est ça. J'ai pas tout écouté les derniers épisodes, donc je sais pas ce que vous en avez pensé. On a bien aimé ça. Mais toi, j'ai l'impression peut-être que t'en saurais plus, donc peut-être que tu vas moins apprécier. Il y a plusieurs éléments qui sont déjà connus du public. C'est quand même intéressant. Mais oui, c'est intéressant, puis c'est pas très long, c'est 1h30. Mais Copland, que j'ai écouté hier, dans lequel Stallone joue, là, fuck que c'est bon, man. Je peux pas croire que j'avais jamais vu ce film-là. C'est super bon. Puis je l'ai fini, je me suis dit, il faut que je le réécoute prochainement parce qu'il y a plein de subtilités, plein de choses que j'ai probablement pas compris. C'est assez fast-paced, là, quand même, comme film. C'est disponible en ce moment sur Amazon Prime pour les gens qui sont abonnés. Ça vaut vraiment la peine si vous voulez chercher un petit film dans lequel Stallone est franchement très, très bon. Ça, c'est d'ailleurs un truc qu'on lui reprochait au début de sa carrière, qu'il avait juste une note dans son acting. Mais dans ce film-là, je trouve qu'on voit tout son jeu. Puis c'est un personnage excessivement attachant qu'il incarne. Donc, je vous conseille Copland. Est-ce que tu as fini, Simon? Oui. On a fait le tour. On va parler dans pas longtemps d'une BD qu'on a lue. Une suggestion de notre ami Laurent qui a pris congé cette semaine parce qu'il est malade. Mais juste avant, je vous rappelle qu'on a des petites plateformes où vous pouvez nous contacter. On a un SpeakPipe. Un SpeakPipe, c'est une plateforme qui vous permet d'enregistrer un genre de message vocal, audio, qu'on va pouvoir faire jouer à l'émission. L'adresse, c'est speakpipe.com/mystérieux-e, donc MYSTERIEXE. Vous pouvez laisser un commentaire, suggestion, question, juste nous saluer, vous dire hey, je suis Steve de, je sais pas moi, Val d'Or. On va être bien content de te saluer, mon Steve. Salut, Steve. Salut, Steve, à l'avance. Sinon, on a un Patreon qu'on vous encourage à aller donner pour le Patreon des Mystérieux Étonnants. Steve, il est là-dessus. Oui, ça a l'air qu'il est dessus, puis il est super généreux. Mais, la donation de base, c'est comme un café par mois, fait que c'est quand même pas si pire, tu sais. Non, c'est ça. C'est un bon investissement. Puis en échange de votre contribution Patreon, on vous donne des cadeaux, comme Bifurcation. On va finir le cycle sur Lynch, puis on va passer au cycle de Ernest, éventuellement, avec mon ami Rémi Fréchette. Puis la semaine passée, on a donné un épisode de Terre humaine chez Isidore à l'avance, donc le 28e épisode est disponible. Quoi d'autre? Pour vous donner une idée, là, moi, j'avais un ordinateur qui m'était, comme en ce moment, c'est l'ordinateur de mon ancienne job que je vais devoir remettre. Et j'ai dû acheter un nouvel ordi. Donc, j'ai payé une partie de l'ordinateur, puis l'autre partie a été payée par le Patreon des Mystérieux Étonnants. Donc, ça sert à ça, parce que sans l'ordi, il n'y a rien qui peut se faire. Là. Fait que c'est le genre de matériel, il y a un abonnement. La plateforme qu'on utilise les lundis pour diffuser et enregistrer en direct, c'est pas donné. Donc, ça aussi, ça permet de financer tout ça. Et peut-être éventuellement, je sais pas, envoyer Laurent ou est-ce que paye? Non, est-ce que paye? Okay. Pas au Japon. Donc, merci à tous ceux et celles qui donnent
donne au Patreon des Mystérieux. En échange aussi, on vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants, où durant la semaine, les gens partagent des articles. C'est une super de belle communauté. Je sais qu'il y a des belles communautés sur Facebook. Opération Beurre de Cinoche, les Voyeurs de Vue ont tous des plateformes où les gens, leurs fans peuvent interagir. Moi, perso, là, je passe ma vie sur les médias sociaux à cause de mon travail. J'ai pas envie de faire de la gestion. Fait que sur Discord, ce qui est le fun, c'est que ça s'auto-gère. C'est vraiment une belle communauté. En ce moment, les mercredis, on a des films de Cage qu'on joue. Nicolas Cage. C'est comme le Cage Month, si on veut, non officiel. Donc, c'est vraiment le fun. Le dimanche, on écoute souvent la lutte. Ce samedi dernier, on a écouté le dernier pay-per-view de Full Gear de AEW. C'est vraiment le fun. Donc, peut-être des petites activités, puis c'est comme ça que vous pouvez rentrer en contact, en tout cas, avec moi et le reste de la communauté. On est disponible un peu partout, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, on n'est plus là parce que ça n'existe plus. Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. On est sur Facebook, Instagram, Twitter, mais pas vraiment. Là. C'est parce qu'il n'y a plus rien sur Twitter, de toute façon. C'est X? X, ouais. On veut pas l'appeler de même. Non, on veut se l'appeler Twitter. Ouais. Et donc, mystérieuxétonnants.com, bien sûr. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Orphan and the Five Beasts. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Dark Horse Comics de James Stokoe, Orphan and the Five Beasts. C'est un 4 numéros qui nous avait été suggéré par notre ami Laurent Boutin. Juste avant d'en parler, je vous rappelle que la semaine prochaine, on est censé recevoir l'autrice Axel Lenoir pour parler de sa nouvelle bande dessinée disponible chez les éditions Pow Pow. Donc, ça s'appelle Passage secret. Elle sera, je crois, au Salon du Livre cette semaine. Si tout va bien, elle était malade aujourd'hui. Elle a d'ailleurs annulé son lancement qui devait avoir lieu en même temps que l'enregistrement des Mystérieux Étonnants. Donc, si ça se fait, si ça se produit, la diffusion live, pour les gens qui écoutent live le show, se fera un petit peu plus tard, donc le temps qu'elle arrive. Sinon, on va s'organiser autrement, mais soyez pas inquiets si vous ne voyez pas le show apparaître dans votre fil de Facebook et YouTube, parce que ça, c'est normal, c'est qu'on attend Axel pour commencer l'émission. Dans tous les cas, on va sûrement éventuellement lui parler parce que ça a l'air super grand comme bande dessinée. Les éditions Papa m'ont envoyé une copie de presse et c'est, ma foi, un très beau livre. D'ailleurs, j'ai parlé à Axel, qui est une de nos amies, puis elle m'a dit qu'elle était très fière de l'objet en tant que tel. C'est vraiment une belle BD, une très belle grosse BD, parfait pour offrir à Noël, je crois. Oh, ouais, c'est ça. On va parler, comme ça je dis, de la bande dessinée Orphan the Five Beasts. Peut-être pour résumer rapidement l'histoire, c'est un récit qui est inspiré des grands récits style, on pourrait dire comme à la Dragon Ball, ce récit, disons, plus initiatique, asiatique. On a un chef de bandits qui s'appelle The Bandit King, qui, du jour au lendemain, vient dans une vallée pour la corrompre. Sa présence les corrompt, genre les gens, la vallée. Et on a des figures qu'on n'identifie pas tout de suite, qui sont 5 figures qui vont solliciter l'aide d'un grand maître qui maîtrise l'art avec un grand A, l'art martial avec un grand A, qui leur enseigne des facettes de l'art pour qu'ils puissent défendre la vallée. Ouais. Et donc, le grand maître dit, je vais vous enseigner à chacun d'entre vous une facette de cet grand art, mais après avoir défié le Bandit King, vous devez revenir pour compléter votre entraînement et dédier le reste de vos jours à apprendre l'art, le grand art avec un grand A. Finalement, ils ne le font pas. Ils réussissent à défier le Bandit King et ils s'en vont chacun de leur bord. Et c'est pas très clair, mais ils semblent être influencés par la présence même du Bandit King, parce que chacun d'entre eux vont utiliser ce qu'ils ont appris auprès du grand maître pour un peu arriver à leur propre fin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Simon. Ça fait du sens. Donc, le grand maître envoie Mo, qui est une orpheline, qui a, elle, appris toutes les facettes du grand art martial, pour affronter un après l'autre les 5 figures qui toutes les battent un après l'autre. Voilà. Donc, premier trade, comme j'ai dit, 4 numéros. Et avant d'en parler davantage, je veux savoir, Simon, toi, globalement, rapidement, est-ce que tu as aimé cette bande dessinée-là? Oui. Okay, c'est très rapide. Très rapide. Oui. Ouais. Mais dis-moi en plus. J'ai aimé ça. Surtout l'art. Je pense que la force de la BD, c'est l'art. Mm-hmm. Le reste, c'est un peu... c'est un peu convenu. Ouais, c'est quelque chose qu'on a lu plusieurs fois ou vu. C'est ça. C'est un récit mythologique, initiatique. Là.
Ouais, mais c'est bien. Oui, moi, je suis de la même opinion que Simon. Je trouve que visuellement, c'est superbe là, comme bande dessinée. Mais j'ai pas été déçu par la structure du storytelling. C'est quand même bien foutu. Ouais. Quoique ça reste... Je veux pas dire que c'est comme... Je veux pas dire que c'est convenu parce que je trouve que c'est un peu péjoratif. Disons que c'est un peu prévisible. C'est pas une histoire qui, pour l'instant, j'ai été projeté sur le cul. Là. Mais c'est une bonne BD. C'est vraiment une Christie de bonne BD, bien racontée, bien maîtrisée. Tu comprends l'influence, les mangas, les animés, la mythologie. Là, je fais une grande généralisation, mais la mythologie asiatique de toutes sortes. Là. Et j'ai bien aimé ça. L'art est superbe. C'est le genre de BD que... je finis, puis je me dis, je vais continuer, mais que je vais oublier de continuer. Puis à un moment donné, je vais, j'avais lu ça, puis il me semble que c'était bon. Mais c'est ça. Au début, j'avais de la misère un peu. Comment ça, de la façon que ça commence, tu veux dire? Ouais, mais je pense que c'était moi aussi. Honnêtement, je me suis endormi 2-3 fois. Je cognais des clous en lisant. Fait que je me suis dit, OK, non, je vais continuer plus tard. Puis là, je recommençais. Puis tu sais, j'étais comme, OK, ouais, je pense que je comprends ce qui se passe. Mais j'ai aimé l'espèce d'énergie qu'il y avait dans le dessin. Puis les combats, tu sais, des fois, des combats en bande dessinée, c'est pas clair qu'est-ce qui se passe. Tu vois juste du monde se battre. La tapoche, puis c'est pas... Mais là, il y avait comme une espèce de storytelling dans les combats, puis aussi, c'est quand même violent. Très bien. Mais c'était comme... C'est du gore, le fun, un peu turbo-kidesque, si on veut. Ou manga, pas manga, mais animé. Animé, Dragon Ball, Berserk. Fist of North Star, puis l'autre affaire, là. Ouais. Moi, l'autre affaire. Compléter la phrase. Mais j'ai rencontré un peu la même problématique en commençant la bande dessinée parce que ça commence avec une voix off qui te donne beaucoup de background sur la vallée. Puis là, je me dis, ça va-tu être ça tout le long? Là? Moi, je trouve que des fois, l'utilisation de... C'est surutiliser une voix off de narration, puis ça fait juste ralentir le récit, puis j'avais peur que ça devienne ça. Puis genre, OK, c'est 4 numéros, mais j'ai pas envie de lire juste de la narration qui t'explique en parallèle ce que tu vois déjà de toute façon comme visuellement devant toi en lisant la BD. Puis finalement, c'est pas ça. Puis dès la deuxième BD, il casse un petit peu je dirais la structure établie dans le premier numéro. Parce que dans le premier numéro, c'est l'histoire du Bandit King, des 5 figures qui viennent solliciter les enseignements du grand maître. Puis dès la deuxième, finalement, les 5 figures qui sont représentées comme des fantômes un peu sombres, tu comprends qu'on va dévoiler ce qui ont de l'air pour vrai. Donc, la première personne que Mo va affronter, qui est le nouveau Bandit King, qui est un ancien étudiant du grand maître, qui est une des 5 figures, on le représente plus comme une figure, on le représente comme ce qui a de l'air pour vrai dans la vraie vie. Donc, une espèce de grand bandit très musclé. Puis, chacune des figures va finir par être dévoilée ainsi dans la bande dessinée. Pour ça, j'ai trouvé ça intéressant comme approche. Ouais, puis je pense que c'est aussi ces personnages-là qui ressortent du récit, dans le sens c'est eux que je veux plus me souvenir parce que le premier qui est comme énorme, qui a qui tue des chevaux avec ses cuisses. Oui, il va squeezer des chevaux jusqu'à temps qu'ils explosent. Quand on dit explose, c'est explose. C'est graphiste. C'est graphique. Oui, c'est aussi un graphiste qui a arrangé ça. Ouais, c'est ça. Puis l'autre qui est une espèce de... On sait pas trop c'est quoi. Ce qui est weird, lui, man. J'avais l'impression que c'était comme des graines de blé d'Inde. Des graines de blé d'Inde? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, les grains de blé d'Inde, que lui qui était juste de ça, mais c'est pas clair qu'est-ce qu'il... En fait, pour les gens à la maison, c'est que le premier ennemi, si tu veux, c'est ça, c'est l'espèce de gars qui est hyper musclé des jambes. Puis le deuxième est capable de se régénérer et donc il se coupe des petits morceaux de peau sur lui, des petites languettes de peau. Et c'est ça qu'il vend dans un restaurant pour contrôler les autres, et lui-même est un peu accro à lui-même. Il est comme... Parce qu'ils ont c'est ça le problème, c'est qu'en ayant appris chacun juste une facette de l'art, ils ont été un peu pervertis par leur enseignement, probablement par le premier Bandit King, puis ils n'ont jamais eu une image complète de ce qu'ils peuvent faire. Fait qu'ils sont un peu...
Ils ont été corrompus par leur savoir. Ils deviennent tout un peu fous. Moi, le deuxième, je le trouvais terrifiant. Le premier, c'est très caricatural. Puis, tu sais, il y a comme une deuxième partie de lui qui sort de son propre tronc, là, qui est complètement fucked up. Ouais, ça fait très. Ça, c'est Turbo Kid. Cheap, là. Mais pas cheap, mais tu sais, genre exagéré, gore, là, avec la créature qui sort des jambes. Des jambes du fessier, puis le kit. Mais l'autre, là, qui coupe qui coupe lui-même des petits morceaux, puis qui le vend, puis qui le fait cuire, puis là, sa peau se régénère. Je le trouvais dégueulasse. Là, je trouvais il y avait de quoi là, qui me levait le cœur dans le dessin. Puis c'est deux types de personnages complètement différents. Puis quand j'ai vu le premier, le nouveau Bandit King, je me suis dit, que ça va-tu juste des gros bras? Non, ils ont tous une certaine particularité. Puis pour le deuxième qui vend sa propre peau, ses patrons, ou plutôt ses clients, deviennent aussi des genres habités par des bébites qui sont comme des chenilles. C'est comme... Ça fait pas de sens, mais c'est correct, ça fait du sens au sein même de cet univers-là qui nous est proposé. C'est cool. J'avais aussi l'espèce de twist là, quand que notre personnage principal découvre que ce que vous mangez, c'est de la viande humaine. Ouais. Puis là, il est comme, vous mangez des humains. Puis là, il pense que tout le monde se fait tuer. Puis moi-même, je pensais ça. Tu sais. C'est ça, on savait pas. Puis là, finalement, non, c'est juste le dude qui donne des bouts de son corps. Ouais. J'aime aussi comment ce deuxième vilain-là meurt, parce que il y a quand même un petit peu d'humour dans la BD, mais c'est ça qui est le fun, c'est que l'humour fréquente l'horrifique. Puis à un moment donné, la seule façon que Moore réussit à le détruire, cet ennemi-là, parce qu'il peut se régénérer, c'est de l'ensevelir de farine, de je sais pas quelle substance là, qui fait que ça peut comme se faire frire. Là. Tu vois, c'est ça, je parlais, le grain de maïs. Le grain de maïs, c'est ça. Je pense pas que c'est ça, mais ça a l'air de ça. Puis là, ils vont le tremper dans une espèce de grosse cuve d'huile pour le faire frire, mais la main ressort juste pour prendre du sel puis l'ajouter. Ça, je trouvais que c'est un Christy de bon gag. Fait que l'humour est jamais bien loin, mais c'est un univers qui est super beau. Tu sais, tantôt, je disais, il y a une influence des cultures asiatiques, puis je sais que je fais une grosse généralisation, parce qu'il n'y a pas une culture qui est représentée. Tu sens l'influence de plein de trucs, mais c'est pas genre les Japonais ou les Coréens ou les Chinois. C'est un peu un amalgame de tout. Alors, on sent sans doute un amour de la part de Stocco de la culture orientale, si vous voulez. Puis, la façon que c'est l'approprié, c'est très beau. C'est fucking beau, même, comme bande dessinée. Ouais, vraiment. Puis ça se lit quand même assez vite. 4 numéros qui est principalement composé de scènes d'action. Quoiqu'il y a quand même un petit peu d'histoire ici et là. Donc vous allez passer rapidement au travail. Je trouve ça un petit peu court comme premier trade, par contre. J'aurais pris un 5e numéro. Ouais. Tu sais, quand les trades, c'était 6 numéros. I remember. On est rendu vieux, hein? On se dit, hey, tu viens-tu? C'était 12 piastres, il y avait 6 numéros. Ouais. Attention, à un moment donné, là, ça va être 3, puis après 2. Ouais. Pour vrai, c'est pas si improbable que ça. Non, c'est ça. Ça a comme plus d'allure. Autre chose à rajouter, toi, Simon, par rapport à la BD? Pas tant, tu sais. Je pense que je suis pas la meilleure personne pour critiquer une œuvre comme ça, mais j'ai vraiment apprécié. J'ai quand même apprécié ma lecture. C'est juste que je trouvais qu'il manquait peut-être un petit peu de viande après l'os. Contrairement au personnage qui se coupait lui-même la peau sur les os. Ouais. Non, moi j'ai bien aimé. C'est une dans les. Tu sais, je parlais récemment avec notre ami Laurent Billot, qui est un auditeur de France, puis il disait c'est plate, vous allez vraiment tomber durant Halloween sur quand même des mauvaises BD. Là. On n'a pas tant trippé sur ce qu'on a lu. C'est dans les bonnes BD que moi j'ai lues dans les derniers mois. C'est pas à tout casser, là, mais c'est dans les bonnes BD où j'étais qui est finalement un bon titre. J'aurais aimé ça entendre l'opinion de Laurent parce que je pense que lui, il l'a particulièrement aimé. Malheureusement, c'était pas possible parce qu'il est malade, mais moi, je soupçonne qu'il a aimé ça, puis c'est pour ça qu'il nous l'a suggéré. Donc, approuvé aussi par Laurent. Il nous en fera une critique un prochain show. Ben oui, rapidement. Peut-être que la semaine prochaine, s'il peut être avec Axel et moi, on va lui demander, on va lui poser la question. C'est pas mal tout, moi, de mon côté. Ça s'appelle Orphan and the Fire Beast de James Stocco. C'est disponible chez Dark Horse Comics. Encouragez-les. Moi, j'aime bien ce que Dark Horse Comics font. Non, ils font pas juste de l'adaptation de films et de séries en bande dessinée. Ils ont des titres aussi originaux qui sont quand même très, très cool. Fait que c'est tout. On a fait le tour, je pense, pour cette semaine, mon Simon. Je vous rappelle que le spécial de Noël des Mystérieux Étonnants aura lieu le vendredi 22 décembre prochain. Habituellement, on part ça vers 8h.
Hein? À 8 heures. Fait que ça va être ça. Est-ce que ça sera en présentiel? Est-ce que ça sera à distance? Est-ce que ça sera un mélange des deux? Ça reste à confirmer. Mais ça risque d'être une bonne partie de l'équipe. Pas mal tout le monde peut. Je ne sais pas pour Gauthier, ça reste à confirmer. C'est pas certain. Il est très occupé dans cette période-ci. Okay. Mais ça va être une bonne partie de l'équipe. Puis on va vous offrir un spécial de fin d'année comme on fait maintenant depuis, je pense, presque 10 ans qu'on fait un spécial de fin d'année. Oh, ça fait 32 ans. 32 ans. C'est ça. Ça fait plus longtemps qu'on fait le show. Ouais. C'est ça. Sinon, on vous donne un rendez-vous sur le Patreon des Mystérieux Étonnants. J'ai oublié de le mentionner tantôt, mais quand vous vous abonnez au Patreon, vous pouvez m'envoyer un message, puis je vais vous répondre, puis je vais vous donner un lien vers le Discord des Mystérieux. C'est pas accessible automatiquement quand vous vous abonnez. Puis des fois, j'en manque là, parce qu'il y a des courriels qui rentrent à tonnes, mais comme cette semaine, je me suis rendu compte que quelqu'un m'avait écrit la semaine dernière, puis je lui ai répondu, mais habituellement, je vous envoie le lien, puis ça prend pas de temps. Puis, donc, vérifiez votre inbox si vous m'envoyez un message parce que je vous envoie le lien. Puis celui-ci est disponible pour au moins 7 jours. Si malheureusement vous n'avez pas accès, vous arrivez trop tard, réécrivez-moi, je vais vous l'envoyer, c'est pas un problème. Puis rejoignez notre belle communauté sur Discord. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. Faites attention à vous autres. Allez vous faire booster, c'est le temps, hein, parce que ça court. Puis Benoît prend le métro. Là. Ouais, si moi je prends le métro, ouais, sacrément, vous allez vous faire booster. Là, c'est ça. C'est le moment qui va vous punir, sinon. Là. Allez vous faire booster. Booster. Ah ouais, faire booster. Allez vous faire booster. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Bye-bye. Bye.